Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous sommes tous ensemble réunis ce matin pour la journée de la langue 23 de l'UFIBA dans sa quatrième édition. Et d'abord, j'aimerais bien vous remercier à l'UFIBA pour l'organisation de cet événement, aux professeurs responsables, et remercier aussi à nos invités et à tous et toutes vous qui sont là en ce moment pour regarder, pour écouter ce moment de présentation dans cette table. Et normalement, nous sommes sur une table, et cette table, elle s'appelle Voix noire dans la francophonie. Et normalement, nous avons la professeure Licia Soares comme la responsable pour coordonner cette table. Mais malheureusement, elle est un peu en retard. Comme nous sommes sur les voies de la francophonie, comme nous sommes sur l'idée de déplacement et de traversée. Elle est en ce moment dans un processus de traversée et un déplacement. Et, depuis le début de la semaine, nous sommes dans des activités sur la francophonie en quelques villes ici à Bahia. Elle accompagne, Alicia Soares accompagne la cinéaste Sarah Fortan, qui était à Lagoinhas hier, et eles ont eu un petit problème sur la route. Mais je crois que dans quelques minutes, maximum une demi-heure, elle sera là avec nous. Et pour l'instant, je prends un peu la responsabilité de conduire les activités. Donc, d'abord, on va commencer avec la présentation de Eurídice Figueiredo. Et Eurídice Figueiredo, elle est enseignante, chercheur au programme de pós-graduação em études de littérature à l'Université fédérale Fluminense, à UF, docteur en langue et littérature française par l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Elle a été professeure invitée à l'Université du Québec, à Montréal, et à l'Institut oriental de Naples et à l'Université Rennes 2. Eurídice, elle a plusieurs livres publiés. Donc, je cite les plus récents. Janelas, não, por uma crítica feminina, leituras transversais de escritoras brasileiras, de 2020, e le plus récent é A Nebulosa do autobiográfico, Vidas Vividas, Vidas Escritas, publié en 2022. Donc, déjà tout de suite, je passe la parole à Eurídice. Bienvenue, Eurídice. Merci, Margarete. Bonjour. C'est un plaisir d'être là, même si je continue à être chez moi, mais je suis en même temps à Bahia et je suis un peu partout. Merci Alicia aussi pour l'invitation à participer de cet événement. Donc, je vais parler sur Patrick Chamoiseau. Il a publié une trilogie de récits d'enfance. D'abord, il a publié En temps d'enfance en 90. Et ce livre, où il raconte sa petite enfance, a été publié en 90. Et puis, ça a été par la maison d'édition Hatier. Et ça a été repris 3 ans plus tard par Gallimard. Ensuite, il a publié Chemin d'école, c'est le livre dont on parlera aujourd'hui, en 94. Et finalement, en 2005, il a publié le 3e volume de cette trilogie, À bout d'enfance. Donc, c'est déjà la fin de l'enfance, c'est l'adolescence. Comme tous les récits d'enfance, en général, c'est comme ça. On commence de la petite enfance et on termine au moment de l'adolescence, ce passage à l'âge adulte. Lorsqu'il a écrit le 3e volume, il a nommé cette trilogie de Une enfance créole. Donc, au début, il n'a pas pensé
probablement, il n'avait pas pensé à faire une trilogie et il n'y avait pas ce nom. Donc, ce nom n'apparaît qu'au moment de la publication du 3e volume. Et un aspect intéressant, je crois que l'on doit remarquer, c'est que la maison Gallimard, la maison d'édition Gallimard, a créé une collection qui s'appelle Haute Enfance. Donc, c'est une collection qui publie des récits d'enfance de plusieurs écrivains. Donc, ça montre justement l'intérêt et le fait qu'il y a eu une augmentation d'intérêt pour les récits d'enfance. Donc, on a commencé vraiment à développer ce genre littéraire. Donc, je vais parler seulement d'une petite partie de Chemin d'école. Chemin d'école, comme le titre l'indique, c'est le moment où il va à l'école. Oh, bien clair, bien évident. Et le livre est divisé en 2 parties, envie et survie. Dans la première partie, il a envie d'aller à l'école. Et c'est très charmant la manière dont l'enfant a envie d'aller à l'école pour sortir de la maison, parce qu'il a envie aussi, déjà dans un autre sens, il a envie ses frères et sœurs aînés qui vont à l'école et qui sortent de la maison et il pense que c'est beaucoup plus amusant de sortir pour aller à l'école que de rester à la maison. Donc, il est le cadet de la famille et donc il est le dernier à aller à l'école. Donc, dans cette première partie, il enquiquine tellement sa mère que finalement, cette mère qui apparaît dans plusieurs ouvrages de Chamoiseau, nommée Moninote, elle l'envoie dans une maternelle pour le faire sortir de la maison. Mais dans la maternelle, c'est tout douillet, c'est tout gentil, et il n'a pas de problème. C'est une femme qui est très gentille. Et puis, dans la deuxième partie, qui s'appelle Survie, et on sent déjà que la chose va être beaucoup plus compliquée parce qu'il faut survivre dans l'ambiance de l'école. Il n'y aura pas de maîtresse, il y aura un maître, et ce maître, dans le livre, il est écrit avec majuscule, le maître, donc c'est une figure vraiment imposante. Dans cet apprentissage à l'école, il y aura un problème qui est clair depuis la première leçon, c'est la question qu'on appelle dans la critique la diglossie. Qu'est-ce que c'est la diglossie? Le fait qu'il y a 2 langues différentes qui ont un statut différent. Dans le cas de la Martinique, le pays de Patrick Chamoiseau, cette petite île des Antilles, le créole, c'est une langue de la famille, de l'émotion. C'est une langue qui n'était pas écrite. Depuis un certain temps, ils ont commencé à l'écrire, mais à l'origine, pendant longtemps, elle n'a pas été écrite. Et le français, qui est la langue de prestige, la langue occidentale, et le créole est parlé à la maison. Donc, ce personnage qui est appelé dans toute la trilogie le Négrillon, qui est une représentation de Patrick Chamoiseau lui-même, ce Négrillon parle créole à la maison. Et lorsqu'il arrive à l'école, le maître va imposer le français en français. Un peu exagéré parce que, comme Fanon avait déjà expliqué dans Peau noire, masque blanc, dans le créole de la Martinique, la langue créole n'a pas de R.
Donc, lorsque les Antillais veulent parler français très correctement, il y a un phénomène de hypercorrection. Ça veut dire qu'ils exagèrent le R. Et Fanon déjà avait orthographié le redoublement du R pour montrer comment ce R était exagéré dans la prononciation des Antillais qui cherchaient à parler français très correctement. Et chaque fois que le maître parle, il exagère. Donc, ce négrillon, il va arriver à l'école et ça sera un peu la panique parce que d'abord, il ne comprend pas très bien ce que le maître dit parce qu'il y a des différences non seulement de prononciation, je vais montrer un petit peu rapidement, mais il y a aussi une différence de lexique. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes mots qu'ils utilisent. Et comme le maître est très agressif, très exigeant et très méprisant aussi du créole, les enfants sont absolument muets. Et quand ils sont interrogés, ils sont un peu insultés par le maître. Et ça montre bien cette difficulté pour les enfants qui doivent être scolarisés dans une langue étrangère. Donc, vous voyez comment l'expérience des enfants qui parlent créole, qui vont à l'école, et comment cet apprentissage du français est différent de l'expérience brésilienne. Hein, c'est tout à fait différent parce que nous l'apprenons comme une langue étrangère, mais il n'y a pas cette différence de statut et il n'y a pas d'humiliation de la part du maître. Donc, j'ai dit que le livre est écrit en troisième personne et le personnage est appelé le négrillon. Le négrillon va rencontrer dans ce milieu scolaire un autre garçon qui lui ressemble, disons, qui est gros, lombrique, qui est un enfant qui a du mal à parler français, mais qui est beaucoup plus récalcitrant, disons, qui refuse, qui est beaucoup plus rebelle à l'apprentissage. Et à la fin du livre, on voit que Gros Lombric n'aura pas de succès à l'école, et tandis que le négrillon, qui est plus doux, qui accepte plus facilement les leçons du maître, non seulement il va apprendre le français, comme il va devenir écrivain. Et donc, il y a les enfants en général qui parlent créole, la majorité, et il y a, dit-il, 3 enfants qui sont revenus de France. Évidemment, ces 3 enfants qui sont revenus de France ne parlent que le français et évidemment, le maître les adore. Tandis que le maître méprise les enfants qui sont plus rebelles, comme Gros Lombric. C'est le personnage qui sera le plus brimé par le maître. Donc, je vais donner un exemple. Je vais prendre ici la page 75. Donc, la première leçon, le maître demande quelque chose et l'enfant répond « Je ne sais pas, messieurs ». Ici, il y a la question de la prononciation. Le « je », les enfants créolophones n'ont pas le son « e » et ils prononcent, un peu comme les Brésiliens, ils prononcent « j'ai » au lieu de « je ». Hein. Et monsieur
la même chose. Au lieu de prononcer monsieur, il prononce messier. Et cela est orthographié tel que l'enfant prononce pour que le lecteur se rende compte de la différence de prononciation. Donc, ce sont des exemples de difficultés de prononciation. La même chose avec le son heure, voleur. Hein. Dans la première leçon, le maître donne un exemple d'une petite histoire sur un voleur de pommes. Hein, et il exagère le voleur et les enfants disent voleur, hein, sans réussir à prononcer le heure. Hein. Le plus intéressant de ce premier passage, c'est que l'enfant arrive à la maison et raconte à son père hein, ce qui s'est passé le premier jour de l'école. Et là, on voit l'humour, l'ironie de l'écrivain, de Patrick Chamoiseau, c'est que le père dit à l'enfant, mais comment ça se fait qu'il raconte une histoire d'un voleur de pommes, puisqu'il n'y a pas de pommier ici à la Martinique. Les pommes sont importées de France et il n'y a pas de pommes. Donc, on voit l'éducation à l'école, disons, coloniale. Chamoiseau est né en 1953, je pense. Et donc, on imagine que cette école est du début des années 60. Il y avait encore cette éducation bien française avec des livres français. Et la chose la plus véritable blague, qui est devenue une véritable blague, c'est que dans les livres scolaires, les enfants lisaient nos ancêtres les Gaulois, ce qui est tout à fait bizarre, puisque les ancêtres des enfants noirs de la Martinique ne sont pas les Gaulois comme en France. Et puis, un autre exemple que l'enfant donne à son père, c'est que le maître avait dessiné des châteaux et avec des clochers, et il y avait aussi un loup. Donc, tout ce qui n'existe pas aux Antilles. Il n'y a pas de château, il n'y a pas de clocher dans le sens clocher ancien de France, et il n'y a pas de loup hein, dans les Antilles. Donc, il y a une critique de l'école, que l'on pourrait dire l'école coloniale. Il y a aussi de l'humour parce que le lecteur va rire de toutes ces histoires. Il y a, on pourrait dire, une difficulté supplémentaire à l'apprentissage puisque ça se passe dans une ambiance plutôt de terreur, d'animosité que de jeu où il n'y a absolument pas cette ambiance ludique qui serait idéale pour les enfants. Il y a aussi quelques exemples de différences de lexique. C'est un autre son qu'ils ne réussissent pas à prononcer, c'est le U. Hein? Donc, il y a, au lieu de prononcer U, ils prononcent I. Donc, il y a aussi des ressemblances avec nos difficultés avec les élèves brésiliens. Pour le lexique, à la page 88, bon, un exemple, c'est que le maître demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il montre une image. Et l'enfant va dire « C'est un canari ». Et le professeur, le maître va dire « Non, c'est une casserole ». Donc, vous voyez, il y a une différence de lexique
Je vais lire ici quelques exemples qui donnent. Un nouveau venu, qui est le français, était appelé un tout frais arrivé. Extraordinaire se disait méchant. Un calomniateur devenait un mal-parlant. Un carrefour s'appelait quatre chemins. Un faible était dit un calmort. Difficile devenait raide. Pour dire tristesse, on prenait chimérique. Sursauter, c'était rester saisi. Le tumulte, c'était un ouelélé. Un conflit, c'était un déchirage, etc. Cette ambiance, qui n'est pas du tout gentille, se répète pendant la récréation quand les enfants insultaient les uns les autres. Si on disait une bêtise en classe, cet enfant était humilié, poursuivi par les autres enfants dans la récréation. Et le mépris du créole, ça s'exprime dans la bouche du maître par des expressions comme c'est un patois de petit nègre, c'est un sabir des champs de Cannes, tandis que le français était la langue de l'esprit, du savoir, de l'intelligence. Donc, c'est ça ce qu'on voit dans ce passage. C'est une petite partie du livre que j'ai sélectionné. Il y a pas mal d'exemples de difficultés de prononciation et c'est très intéressant pour nous qui avons appris le français et pour vous qui apprenez le français, les étudiants, cette lecture de chemin d'école. Je crois que je m'arrête ici, Licia. Merci, Eurydice. C'était une bonne réflexion d'un écrivain assez connu, Patrick Chamoiseau. Et bientôt, à la fin, on aura le temps pour reparler sur ta présentation, sur ses réflexions. Alors, on continue, on va en ce moment donner la parole à la professeure Pauline Champagnard. Pauline, elle est déjà là, bienvenue. Pauline, elle est docteure en littérature par l'Université de Rennes 2 et elle est aussi professeure à la même université. Elle réalise des recherches sur la littérature comparée en langue française et en langue portugaise. Donc, elle a aussi fait des études ici au Brésil pendant son doctorat et récemment, elle a fait un post-doctorat à l'UF, à l'Université fédérale de Fluminense, avec Eurídice Figueiredo. Bien, sois bienvenue, Pauline. Bonjour à tous, merci pour la présence et puis merci surtout Margaret pour l'invitation. Donc moi aujourd'hui je vais parler d'un roman qui s'appelle un roman de l'auteure camerounaise Leonora Miano qui s'appelle Rouge impératrice. Donc il s'agit en fait d'étudier un peu comment ce roman porte un regard qui serait un petit peu renouvelé sur les relations postcoloniales. Donc, ces dernières années, on a pu assister à l'éclosion de récits qui cherchaient à relire le passé colonial et les relations entre Afrique et Europe. Donc là, ce roman, en fait, il s'agit d'une utopie imaginée par Leonora Miano, publiée en 2019. Dans cette utopie, elle se projette dans une Afrique qu'elle considère comme une Afrique post-occidentale, post-coloniale et unifiée.
Donc, c'est une hypothétique Afrique du futur. Et dans cette hypothétique Afrique du futur, les anciens colons sont à la recherche d'un passé mythique, glorieux, mais totalement révolu. Et ils ont du mal à s'insérer dans la société de l'empire panafricain dans lequel ils évoluent. Donc, c'est un roman. Donc, on peut voir la photo de l'auteur et puis la couverture du roman dans le premier slide. C'est un roman qui ouvre son récit à partir d'une volonté affichée de relire l'histoire à partir du point de vue des marges. Dès la première page du roman, la narratrice décrit un regroupement d'habitants de la capitale qui préfèrent regarder les choses depuis la marge. Cette perspective et ce regroupement sur la marge auraient pour effet de rendre celle-ci centrale. La narratrice poursuit sa description en précisant que c'était de cette manière que l'on regardait depuis des décennies, rappelant tout de même l'époque révolue des anciennes métropoles où certains fantaisistes prenaient plaisir à arpenter les allées nettes des parcs et jardins publics. Donc cette première description, à première vue, elle peut sembler totalement anecdotique, mais en réalité, c'est ce qui va servir de fil conducteur au roman et pour nous à l'analyse du roman. Donc le récit, il a une forme circulaire. Il commence le jour du Son Kura, donc une commémoration similaire à celle du Nouvel An, et se termine une année plus tard, lors de ce même événement. Et dans les pages suivantes, on réalise en fait que selon la conception calendaire chrétienne telle que nous on la connaît, la fiction, elle aurait lieu en l'an 2124. Dans cette utopie, qui se déroule dans une hypothétique Afrique du futur que l'auteur a rebaptisée Katiopa. On va voir que tous les noms des lieux, des peuples aussi sont rebaptisés, resignifiés. Donc dans cette Afrique du futur, les diverses luttes de libération auraient permis d'effectuer une réelle décolonisation du continent grâce à la création d'une union panafricaine. Donc, dans ce roman, les anciens colons européens forment un groupe culturel qui est appelé les Sinistrés, ou aussi les Fulasi. Ce groupe culturel est incapable de s'adapter aux modifications entraînées par la décolonisation culturelle et politique de Katiopa, donc de l'Afrique. Et donc, ils vivent entre eux, en fait, dans des communautés hermétiques repliées sur elles-mêmes. Et donc, c'est des communautés, on voit, qui sont marginalisées par leur société d'accueil. Et donc, ils vivent dans un éloignement qui est aussi mêlé à un attachement à leur paradis perdu. Et ça les met dans un refus d'incorporer les mœurs locales. Donc, de cette manière, dès le départ, la narratrice indique que le récit sera marqué par une réflexion au sujet de l'assimilation culturelle, lorsque l'assimilation culturelle est envisagée comme un élément clé de l'intégration d'une communauté minoritaire et marginalisée au sein d'une nation. Donc, pour le faire, elle va emprunter la rhétorique habituelle de nombreux discours d'extrême droite, français, mais aussi d'autres pays. Au-delà de la teneur ironique de l'utilisation d'un tel discours contre les anciens colons, ça permet également un décentrement de la perspective généralement acceptée, ce qui facilite sa remise en question. Ce questionnement va atteindre son apogée lorsque Ilunga, c'est le président de cette Katiopa unifiée, il va sommer les communautés Fulasi d'aimer ou de quitter Katiopa. Et par ces mots, il exige qu'ils acceptent l'assimilation culturelle totale, qui garantirait leur intégration, ou qu'ils quittent l'Afrique, donc Katiopa, tout en paraphrasant une célèbre injonction proférée par un président français d'un passé plutôt récent, lorsqu'il s'est adressé à ce qu'il concevait justement comme des communautés minoritaires et à la difficile assimilation qui vivaient en France. Donc, dès les premières pages, on peut noter une volonté de l'auteur de décentrer sa propre perspective et d'employer un vocabulaire avec des termes empruntés à diverses langues parlées en Afrique, voire à des nouveaux mots créés par la diaspora africaine, comme le terme quilombo. Ces termes, ils sont regroupés dans un lexique à la fin du roman. Au-delà de l'emploi de mots qui appartiennent à un vocabulaire africain, les noms des espaces publics, donc les places, les rues ou encore des institutions comme des hôpitaux par exemple, sont nommés en hommage à des figures emblématiques de plusieurs pays africains, comme Eduardo Mondlane au Mozambique, Amilcar Cabral en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, ou encore Denis Mukwege de la République démocratique du Congo.
ce qui témoigne d'une réelle volonté de décolonisation culturelle, mais aussi symbolique de l'espace public. Donc, mon analyse, elle va se situer dans cette perspective, dans la mesure où je vais chercher à comprendre la portée politique de ce roman, qui, avec plusieurs procédés différents, interroge les structures du pouvoir, qui permettent la minorisation d'un groupe culturel donné. Mukieli avait développé la théorie selon laquelle le sentiment d'exclusion au sein d'un groupe social peut amener à la formation de ce qu'il a qualifié d'identité négative. Donc, comme on peut le voir ici sur cette citation, afin de rendre l'adoption des valeurs des colons systématique et non questionnable, la stratégie d'identité négative est utilisée pour anéantir une quelconque image positive associée à la culture du colonisé. Donc, je cite ici, une des manières d'exercer la pression psychologique consiste à utiliser l'identité négative. L'identité du groupe colonisé est explicitée différentiellement par rapport à celle du groupe dominant. Elle est dévalorisée alors que celle du groupe dominant est proposée comme idéale. Chaque effort de conformisation à l'identité proposée est ensuite gratifié. Albert Memmi avait expliqué à quel point la minorisation de l'identité du colonisé finissait également par déshumaniser le colon, puisque ça le ramenait à son identité d'oppresseur, à son privilège injuste au détriment de l'autre, le colonisé, l'opprimé. Le roman Rouge impératrice développe cette même idée aussi de défiguration du colon, dans le sens où il devient un bourreau, et ce qui, par la force de la violence, lui retire une part de son humanité. Étant donné que le récit a lieu dans un futur hypothétique, on devine que c'est précisément ce sentiment de supériorité, introduit par le colonialisme, qui aurait été à l'origine de l'actuelle décadence des descendants des anciens colons. Donc, les descendants des colons européens d'autrefois, dans le roman, en fait, ils ont quitté l'Europe parce qu'ils étaient gênés par la présence qu'ils considéraient comme trop forte d'Africains en Europe. Comme on peut le voir dans la citation suivante, donc je cite le roman, c'était cocasse, mais c'était ainsi. La présence trop nombreuse de Cathiopiens, donc d'Africains, à Pongo, c'est comme ça qu'elle a rebaptisé l'Europe, menaçait de mort leur culture. Et seul le continent leur offrait la possibilité de la sauvegarder, parce qu'ils y jouissaient encore d'un certain prestige, parce qu'ils avaient pris l'habitude d'y vivre en communauté sans être dérangés. Ils s'y étaient donc établis, serrant contre eux leur identité, comme un morceau de terre sacrée qui permettrait de faire un jour renaître la patrie perdue. Après avoir pendant plusieurs siècles, je cite, régné sur le monde, les descendants des anciens colons décident donc de se tourner vers, et là je cite l'auteur à nouveau, le seul endroit du monde où ils seraient reconnus sans avoir pour cela d'efforts à fournir. Là où leur langue n'était pas encore étrangère. Là où survivait une zone monétaire qu'ils avaient conçue pour maintenir leur emprise sur des espaces en principe décolonisés. Fin de la citation. Ainsi, l'auteur en profite également pour émettre une critique concernant le maintien du franc CFA dans de nombreuses anciennes colonies françaises, ce qui contribue à maintenir un rapport de force et de domination entre celle-ci et la France. L'utilisation des termes emprise et en principe décolonisé confirme cette idée et renforce la critique effectuée par la narratrice. Dans le roman, on a plusieurs analepses qui nous permettent de comprendre comment la communauté d'anciens colons s'est retrouvée dans la situation actuelle, celle qui est vécue au présent du récit. Donc, en effet, les anciens colons, qualifiés dans le roman de prédateurs ataviques, et décrits comme totalement sclérosés à l'intérieur de leurs identités culturelles, ont choisi d'ériger ce qu'elle a qualifié de forteresse identitaire, dont les fondations sont autant physiques que symboliques. Le récit de l'exode des Foulazis, donc des anciens colons en Catiopa, en Afrique, raconté par Charlotte de Pluvignage, nous permet d'en apprendre un peu plus sur la situation des anciens colons européens en Afrique. Donc, on en sait un peu plus sur la situation antérieure à leur perte de pouvoir et d'influence. Comme on peut le voir dans cette citation, les gens savaient qui nous étions et voulaient à tout prix nous être agréables. Ils connaissaient leur place en ce monde et révéraient la nôtre. Dans la voiture qui nous a conduits à la ville, j'ai prié le chauffeur de rouler moins vite. Les rues portaient encore le nom de nos grands officiers. Il y avait un monument à nos morts, tombés ici, des bâtisses érigées par nos vaillants aînés.
C'était émouvant. Rien n'avait été détruit parce que les gens d'ici savent, au fond d'eux, que notre action fut positive. Nous avons partagé avec eux la conscience de l'humain et les lois de l'hygiène. La description de cet exode est narrée par l'ancienne du clan, dont le nom, de Pluvignage, témoigne de son ascendance noble, ce qui contribue d'autant plus à renforcer l'image d'une certaine décadence familiale dans le présent. D'où la nécessité, justement, de glorifier les exploits de leur passé, en proposant l'idée d'un soi-disant héritage positif du colonialisme en Afrique, souligné par l'utilisation des termes tels que loi de l'hygiène ou bien encore conscience de l'humain, qui renvoient une fois de plus à une vision eurocentrique et dépréciative du continent. On y décrit ici un monde qui, malgré la fin des colonies africaines, continue d'être régi par l'ancien ordre colonial. Le fait que Charlotte de Pluvignage ait été conduite par un chauffeur auquel elle pouvait encore se permettre de proférer des ordres, jusqu'à une villa et pas à la périphérie de la ville, comme c'est le cas dans le présent du récit, c'est un rappel de la classe sociale privilégiée à laquelle elle et les autres membres de sa communauté appartenaient dans le passé. Les rues portaient encore les noms de figures du colonialisme européen en Afrique, comme on le voit avec la phrase « Les rues portaient encore le nom de nos grands officiers ». Et l'allusion au monument, on a aussi une allusion au monument qui faisait hommage à leur mort. Et donc ça suggère que les espaces mémoriels auraient été renommés en hommage à des figures importantes de l'histoire de l'Afrique depuis peu, puisque la personne la plus âgée de la famille de Pluvignage a été témoin de l'époque antérieure. On peut donc considérer que ces récits font encore partie de la mémoire collective au moment où le personnage les évoque. Achille Mbembe avait utilisé l'image d'un échafaudage de certitudes, les unes plus illusoires que les autres, pour illustrer la colonisation, qu'il avait qualifiée de puissance du faux, laquelle serait habituée à vaincre sans avoir raison. La décadence de la famille de Pluvignage, qui est due en grande partie à la fin des privilèges injustes de sa communauté, liés aux anciennes dynamiques de pouvoir héritées de l'époque coloniale, souligne alors à quel point cet échafaudage de certitude était fragile. Donc, une des réactions possibles face à cette minorisation des identités peut passer justement par le besoin de revalorisation. Pour retrouver les racines d'une histoire valorisante, le recours au passé et même à la mythologie peut se révéler fréquent, comme l'avait signalé Mukieli. Achille Mbembe s'est penché sur la question de la réelle signification des indépendances en Afrique, s'interrogeant ainsi sur leur véritable héritage. Donc, selon lui, l'indépendance sans liberté, la liberté sans cesse ajournée, l'autonomie dans la tyrannie, telle était, je le découvris plus tard, la signature propre de la post-colonie, le véritable legs de cette farce que fut la colonisation. Il a donc constaté à quel point la colonisation est inséparable des puissantes constructions imaginaires et des représentations symboliques et religieuses à travers lesquelles la pensée occidentale a figuré l'horizon terrestre. Ainsi, on peut émettre une hypothèse selon laquelle, si la colonisation est passée par de puissantes constructions d'imaginaire, la véritable décolonisation culturelle devrait peut-être elle aussi passer par les imaginaires collectifs, mais cette fois-ci en les déconstruisant. La littérature, de tout temps, a représenté un puissant support idéologique, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, de la construction d'identités culturelles et a toujours contribué à l'élaboration d'imaginaires collectifs. La narratrice de Rouge Impératrice semble partager le constat d'une décolonisation incomplète et insuffisante. Lorsqu'elle décrit une Afrique qui est unifiée depuis peu, donc dans le moment du récit, on sait qu'on est en 2124 et c'est une Afrique qui est unifiée depuis 5 ans. Après que plusieurs luttes de libération aient été nécessaires. À plusieurs reprises, l'auteur pointe les dangers du concept de pureté raciale, d'enfermement identitaire, que ce soit chez la communauté Foulazi, des anciens colons, ou bien Kathiopienne, des Africains. Elle développe de manière ironique l'idée d'un hypothétique statut de réfugié identitaire.
Pourtant, à plusieurs passages du roman, on se voit dans l'obligation de constater l'inexorable entrelacement des relations entre les deux continents, lesquels ne pourraient jamais réellement vivre l'un sans l'autre. De plus, comme on l'a appris avec Albert Memmi, ce mauvais traitement de la population Fulazi de la part des autorités de l'Alliance de Katiopa serait en réalité révélatrice de nombreuses fragilités. Ainsi, la narratrice dresse un constat inévitable sur la genèse même de l'Alliance de l'Afrique unifiée. Celle-ci n'aurait jamais existé si elle n'avait pas, en réalité, constitué une réponse à plusieurs siècles de colonisation. Comme on le voit dans la citation suivante, il n'appartenait au Kathiopia unifié que pour une raison. Le monde dont il procédait avait enfanté celui-ci. Convient-il de rappeler que tous ici, nous avons vu le jour dans les spasmes de cet autre environnement et que c'est pour cette raison que nous avons pu en concevoir un nouveau? Dans l'essai Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste, écrit par l'auteur de ce roman également, Leonora Miano, elle dresse un constat des liens qui continuent à unir l'Afrique et l'Europe. Bien qu'elle considère que la décolonisation en Afrique francophone serait restée inachevée, elle refute l'idée d'une rupture brutale des liens entre les deux continents, selon elle peu probable. Néanmoins, elle semblerait parier plutôt sur une redéfinition de la nature de ces relations, souhaitant les redessiner d'une manière plus égale, en les libérant de tout type de rapport de force. Pour conclure, on peut dire que le roman Rouge impératrice, qui s'emploie à travers l'utopie à imaginer une Afrique réellement libérée des emprises coloniales du passé, permet de redessiner, par le biais des imaginaires collectifs, les contours des nations qui pourraient potentiellement émerger dans le futur. Dans ce roman, le cadre spatio-temporel est un personnage à part entière, dans la mesure où on est projeté de manière inhabituelle dans des espaces ou des époques qui nous semblaient pourtant familières. Cela permet d'effectuer une relecture idéologique de l'histoire officielle. Selon Achille Mbembe, l'époque coloniale apparaîtra, avec le temps et avec le recul de l'histoire, comme une parenthèse, comme un épisode. Pour autant, il ne s'agit pas néanmoins de tenter d'effacer l'épisode colonial de l'histoire. C'est là qu'on peut prendre toute la mesure de l'importance de la littérature, justement pour approfondir la compréhension de notre histoire commune et pour nous projeter dans de possibles futurs, comme c'est le cas dans ce roman. Cette reconstruction est intrinsèquement liée à la dénonciation de toute forme de minorisation des identités culturelles et de néocolonialisme. Merci à tous, merci pour votre attention. Merci, Pauline. Et Alicia, elle vient d'arriver. Heureusement, tout s'est bien passé. Alors, je te passe la parole, Alicia. Tu prends ta place. Ok, merci beaucoup, Margaret. Alors, bonjour mes amis francophones et francophiles. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce début de 4e journée de français avec notre table voix dans la francophonie. Je vous présente mes excuses pour ce retard, mais c'est vraiment imprévisible avec la route. Mais c'est pour une bonne cause, parce que j'accompagnais la cinéaste québécoise. Alors, je travaillais pour la francophonie, ça a commencé depuis Porto Seguro jusqu'à Alagoinhas, et donc là, je suis à Salvador, heureusement. Et c'est vraiment un plaisir. Et nous sommes exactement des résistants qui se donnent ici l'occasion de réfléchir, de discuter, d'échanger sur l'avenir de l'enseignement du français. Alors, je veux pas parler beaucoup parce que il y a encore 2 présentations, mais je veux remercier, profiter de l'occasion pour remercier les professeurs de l'Université fédérale qui ont organisé ces journées et qui ont été vraiment qui ont eu une diligence vraiment un parti extraordinaire, c'était magnifique. Je veux aussi remercier l'Université de l'État de Bahia,
Margaret et tout le monde qui était là, l'Université fédérale de Porto Seguro avec notre ami Sergio Cerqueira. Je veux remercier à l'AIECU, l'Association internationale d'études québécoises, dont je vais parler plus tard. Et ce sont de Québec, le bureau de Québec à São Paulo, ce sont des remerciements intenses, immenses. Je parlerai de nouveau, je reprendrai la parole après pour remercier tout le monde. Mais il faut que je parle, il faut que je présente Margaret immédiatement parce qu'elle a hâte de présenter sa communication. C'est ça. Oui, mais là, attendez parce que oui. Elle a fait, et c'est-ci la présentation, elle a fait une licence en lettres, langue portugaise et française à l'Université de l'État de Bahia. Et elle a fait un doctorat en littérature comparée à l'Université fédérale fluminense. Je n'ai pas remercié Eurydice et Pauline, mais il faut dire l'Université fédérale fluminense, il faut dire c'est une précurseur des études francophones, hein? Alors que francophone, ça veut dire pour aborder la francophonie, les autres régions où on parle français, pas seulement la France. Pauline, qui représente l'Université de Rennes, qui a reçu beaucoup de Brésiliens à travers notre amie Rita Godet qui est là. Alors, oui, on remercie l'Université de Rennes aussi, Rennes 2. Alors, pour revenir à Margaret, parce que c'était la présentation de Margaret, mais là, je mêle les choses, c'est pas vrai. C'est notre fête de francophonie, alors on parle de tout le monde. Et depuis 2006, elle est professeure dans le cours de lettres, langue française et littérature de l'Université de l'État de Bahia, où elle développe un projet de recherche sur la littérature noire des Caraïbes francophones. Je ne sais jamais si on dit des Caraïbes, de la Caraïbe, Margaret, aide-moi. Mais actuellement, elle réalise une recherche dans le champ de littérature noire des autrices, en autre chose, autrices ou auteurs féminines, alors vous allez dire, des Caraïbes, c'est vrai, des Caraïbes francophones et liés au phénomène de la diaspora. Alors, Margaret, c'est à toi la parole et on t'écoute. Merci, Licia. Ça fait toujours plaisir de t'écouter, de t'entendre. En plus, c'est l'opportunité aussi de rire un peu. Heureusement, l'idée aussi de la francophonie nous apporte ça, cette sensation de légèreté. Les choses sont plus légères entre nous quand nous sommes ensemble. Et je pense que c'est aussi l'esprit de la francophonie, l'esprit de partager la langue et la culture française. Bon, bonjour, je reviens là en ce moment pour faire ma présentation. Donc, je vais partager mes diapos, voilà. Et au moment où Licia elle avait pensé à cette table ronde, après une invitation des organisatrices de la journée. Et elle m'a invité et elle a parlé le titre de la table, les voix noires de la francophonie. Tout de suite, je pensais parler un peu ce matin, partager un peu avec vous sur mes réflexions sur l'exil. Donc, ça que je donne comme titre de cette présentation est les 10e départements, l'exil rêvé et les défis vécus, l'expérience haïtienne, un extrait littéraire. Et là, je parlerai surtout sur l'expérience haïtienne, les sujets sur lesquels j'ai développé des recherches depuis les derniers 4-5 ans. Avec l'aide de la participation directe de Eurydice Figueiredo, qui était ma directrice de thèse pendant le doctorat. Donc, dans quelques instants, je vais expliquer un peu pourquoi les titres, les 10e départements et pourquoi il est entre guillemets. Et je vous demande d'abord des excuses parce qu'au moment où je préparais mes diapos, j'ai pris des extraits des citations en portugais et en français. Donc, de temps en temps, je vais mélanger un peu les langues.
Mais bon, d'abord, juste pour introduire les sujets d'exil, pour parler un peu, je prends un extrait d'Edouard Said dans son livre Reflexões sobre o Exílio. C'est un livre assez connu sur ce sujet. Nous avons quelques auteurs, des écrivains qui font des recherches au sujet de l'exil. Et Edouard Said, il est très connu, bien cité, et surtout dans ce livre, il fait des réflexions sur l'exil d'une façon générale, mais il parle surtout sur les rôles de l'écrivain exilé. E d'abord il commence, il dit que o exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada. E, embora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre. On peut penser que depuis le 19e siècle, surtout le 20e siècle, l'exil, c'est un sujet assez présent dans la littérature d'une façon générale. Ici, on va parler surtout sur la littérature francophone. Quand on pense à la littérature produite en Amérique, surtout au Caraïbes, les écrivains caribéens, on sent et on reconnaît la présence de l'exil qui est toujours là. L'exil, il parle du déplacement, il parle des fois du désir de laisser sa patrie, mais aussi des moments où les personnes ils sont obligées de partir. Et en même temps qu'on reconnaît, on trouve sur la littérature des expériences d'exil qui parlent sur la construction d'une nouvelle vie, la nouvelle expérience dans un autre pays, dans une autre culture. Et on aperçoit que à travers la littérature, on sent aussi la douleur, les trous, les vides que l'écrivain, mais l'écrivain qui représente la vie des gens, des personnes qui au quotidien sont obligées à partir. Et dans ce sens, c'est pour ça que je pensais aussi à l'expérience d'exil à partir d'extraits, j'ai choisi quelques auteurs, écrivaines, pour parler un peu ce matin. D'abord, l'expérience d'exil en Haïti, il est très intéressant parce que, et je commence juste avec un extrait de Métellus où il dit « Commencé dès le début du XXe siècle, il atteint aujourd'hui un niveau sans précédent. Haïti déverse ses enfants dans le monde entier. » Il parle surtout du XXe siècle parce que et sa réflexion est à partir de la situation de la dictature en Haïti. Donc, Haïti, on n'aura pas le temps pour parler sur l'histoire du pays et du peuple, mais au Haïti, d'une façon générale, il a vécu une grande histoire du pouvoir noir, une histoire héroïque quand on parle de la révolution haïtienne, mais en même temps, ils ont subi plusieurs problèmes qui sont venus après la révolution, surtout au niveau économique, politique. Et à partir de cette situation, de cette construction historique du pays, les Haïtiens, ils ont dû toujours partir dans le sens
de construire une nouvelle vie dans un ailleurs, mais aussi pour fuir, pour survivre. Et il parle, Métellus, il parle du 20e siècle, surtout à cause de la dictature, les moments les plus forts où les gens, la classe intellectuelle et politique, mais aussi la population d'une façon générale, a dû fuir du pays. Mais aussi, on trouve d'autres situations, comme par exemple les tremblements de terre qu'ils ont eu en 2010. Et aujourd'hui, ce sont des données d'un chercheur qui s'appelle Marco Morel, un chercheur brésilien, qui a dit que aujourd'hui, nous avons, par exemple, à Nova York, presque 400 000 haïtiens. C'est presque la même quantité de personnes de la population qui restent sur l'île, au pays même. Au niveau du Brésil, parce que nous avons pas mal des Haïtiens aussi ici au Brésil, nous avons, c'est une donnée de 2015 aussi, nous avions 44 000 Haïtiens. Donc, nous avons des Haïtiens partout dans le monde, mais on peut dire surtout qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, à Québec, évidemment, et en France et parmi plusieurs pays en Amérique du Sud, surtout. Donc, à partir de cette situation, ces besoins de parti, quelques écrivains essayent de partager à travers la littérature la sensation, les sentiments que la population ils ont à travers l'exil. Donc, je partage avec vous un extrait d'un livre qui s'appelle Haïti Noir, qui était organisé pour l'écrivaine Edwige Dantica, où elle dit « L'immigration fait tellement partie intégrante de l'expérience haïtienne qui fut un temps ceux qui vivaient en dehors du pays étaient désignés comme les 10e départements, un complément symbolique aux 9 départements géographiques d'Haïti. » Et à partir de cette citation, de cet extrait, que j'ai pris l'idée du titre de cette présentation, parce qu'il parle en Haïti du 10e département. Haïti, les pays même, ils ont 9 départements. Et le 10e département représente symboliquement les gens qui sont en exil, la population qui a dû partir ailleurs. Dantica même, elle-même, elle a vécu l'expérience d'exil. Elle est partie aux États-Unis à l'âge de 12 ans. Je vous présente l'écrivaine. Je l'aime bien. Et une autre chose qui m'a fait penser à parler sur elle ce matin, c'est qu'elle vient de publier l'année dernière, il a paru un de ses livres en portugais qui était traduit en portugais. Je pense que peut-être il est là avec moi. Ah oui. Que c'est Clara da Luz do Mar. Et c'est son deuxième roman qui est traduit en portugais. Elle a un autre, Adeus Haïti, voilà, qui est épuisé. Mais c'est une écrivaine qui est née en Haïti, à Port-au-Prince, et à l'âge de 12 ans, elle est partie aux États-Unis pour rejoindre ses parents qui sont partis quelques ans plus tôt. Elle écrit en anglais, même si elle garde toujours le contact avec les Français et les créoles haïtiens, mais elle écrit en anglais. Et c'est pour ça que j'ai pris quelques morceaux, quelques extraits en portugais à partir de son livre qui est traduit, celui-là, Adeus Haïti, que c'est un roman qui raconte, qui parle, c'est un roman un peu autobiographique, parce qu'elle parle à partir de son expérience, comme elle était la vie avant
avant son départ, quand elle était petite, pendant son enfance. Et en même temps, elle raconte l'expérience de laisser son pays, de partir, et l'expérience d'arriver dans un autre parti où elle ne connaît pas la culture, ni la langue, ni les habitudes alimentaires. Et ce roman, il est très intéressant parce que elle partage des informations culturelles, politiques, historiques du pays, mais en même temps, elle arrive à établir une liaison avec des faits, des situations qu'elle a vécues dans sa famille et elle essaie de réfléchir par rapport à toutes ces situations, les conséquences d'exil dans sa vie. À la fin même, elle se pose une espèce de question, elle se pose la question, comment il serait peut-être sa vie si elle n'était pas partie, si elle n'a dû partir. Et j'ai pris juste un petit extrait o roman Adeus Haiti, o ECRI. Se nosso país algum dia tivesse uma chance e permitissem que fosse uma nação como qualquer outra, nenhum de nós viveria ou morreria aqui. Esse aqui, cet endroit ici qu'elle parle, ce sont les États-Unis, parce qu'elle écrit depuis les États-Unis. Et elle essaie d'établir cette réflexion, de se dire et en même temps parler. La situation elle est un peu frustrée parce qu'elle a un pays où les personnes devraient avoir le plaisir d'y rester, de garder leur culture, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne situation politique, économique qui puisse permettre d'y rester. C'est pareil aussi avec un autre écrivaine. Je passe un peu parce que là, c'est encore Saïd, une réflexion sur le Brésil, quand il parle entre nous et les autres, mais je passe un peu parce qu'il ne me reste pas très longtemps. Donc, passe déjà à la deuxième écrivaine, c'est Émilie Prophète. Émilie Prophète, c'est une écrivaine haïtienne. Elle est née à Port-au-Prince aussi. Elle a vécu là-bas. Elle est partie pour faire des études dehors. Elle a suivi des études aux États-Unis et en France aussi. Mais elle a pris la décision de revenir, de rentrer au pays. Et elle vit toujours au Port-de-France. Et c'est très intéressant. Émilie Prophète, elle n'est pas traduite en portugais, malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas traduite. Mais parmi ses romans, elle a commencé à écrire avec la poésie, elle est aussi poète, après les nouvelles. Et depuis l'année de 2017, je pense, ou 2016, elle écrit que des romans. Et entre les romans, j'ai choisi deux parce que ce sont des romans assez spéciaux qui parlent sur l'idée aussi de partir l'exil. Un des romans est Les buts du monde est une fenêtre qui parle d'un petit village au nord d'Haïti où les gens, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas les moyens pour travailler, pour maintenir la vie, et ils sont obligés de partir et ils n'ont pas de choix par rapport à ça. Et je prends juste un extrait, j'ai choisi quelques-uns, mais je vais parler surtout, je vais lire les derniers qui parlent. Suzanne, c'est le nom de la ville, où il parle. Il avait vu s'en aller beaucoup de jeunes filles et garçons qui tournaient volontairement les dos à Suzanne. C'était même devenu normal de partir. Tout le monde semblait s'être entendu pour dire que la vie était et ne pouvait être qu'ailleurs, loin de Suzanne, de sa beauté dont personne ne voulait se souvenir. Et pendant tous les romans, elle écrit, elle parle sur cette relation entre ces petits villages
Et les garçons, les filles qui sont nés là-bas, ils doivent partir soit pour la capitale, pour France, soit dans un autre pays. Et normalement, dans la majorité des fois, ces gens, ils ne reviennent plus jamais. Hein. Et elle donne parmi les personnages quelques pistes pour comprendre cette situation. Un autre roman qu'elle écrit en de dernier, c'est très intéressant aussi, déjà à partir du titre, parce que ce roman s'appelle Un ailleurs à soi. Elle est construire des personnages, surtout une personnage, une femme qui s'appelle Marito. Et depuis le début, Marito, elle parle qu'elle a envie de connaître un ailleurs, de construire, d'avoir un ailleurs à elle. Et je prends aussi un extrait où elle dit, c'est le premier paragraphe du texte où elle dit, Marito, qui parle, le XXe siècle est heureusement transparente. Tout y semble à portée des yeux, des doigts, des sons. On peut rêver du tout. Sur les belles côtés occidentales et que des corps muets, terrassés par les traversées. La mer est indocile. Ah, l'ailleurs, si désirable. Les villes d'eau, des gratte-ciel, des vastes campagnes, des pêches possibles. Ma place est partout, sauf ici. Et pendant tous les romans, elle parle, elle rêve de cet ailleurs. Elle veut partir, elle n'est pas contente. Haïti, Port-au-Prince, ce n'est pas son endroit. Elle n'a pas une bonne relation avec sa patrie. Et il faut lire les romans pour savoir quelles sont les raisons qui motivent Marito à partir. Mais ce roman, je pense qu'il est assez spécial parce qu'il donne une autre perspective de l'exil. Ce n'est pas les gens qui partent parce qu'ils ont besoin pour survivre, pour gagner la vie, pour avoir de l'argent, pour survivre vraiment, mais quelqu'un qui veut partir parce qu'elle n'est pas contente de sa réalité, de sa culture, de son pays. Et en même temps, les romans, ils parlent des migrations, des groupes de gens, des familles qui partent, qui laissent tout, qui vont vendre leurs maisons, les biens pour partir sans aucune assurance de celui qui va se passer après. Et en même temps, elle parle aussi des situations, des manières qui se passent ces déplacements. Les gens qui n'ont pas de papiers, les gens qui prennent des petits bateaux pour faire la traversée. Et c'est très présent aussi pendant les romans, l'idée de traverser. Bon, il ne me reste pas du temps. J'avais aussi pensé à partager un peu sur l'écrivain Denis Laferrière, mais je ne serai pas triste parce que je sais qu'ici après, elle parlera un peu aussi sur lui. Et je vous remercie et je crois qu'après, on aura encore un peu de temps pour peut-être revenir et parler encore un peu ou lire quelques extraits, quelques morceaux du roman. Merci. À vous. Voilà, Alicia. Ah, ok. Parce que j'étais tellement concentrée sur les diaspos de la présentation. Mais bon, c'est à moi. Bon, c'est à moi de faire la présentation, de te présenter maintenant. Donc, maintenant, on va écouter Alicia Soares. Alicia, elle est professeure à l'Université de l'État de Bahia. Elle est professeure aussi au programme Cultura e Sociedade de l'UFBA, l'Université fédérale de Bahia. Alicia, à l'UNEB, elle travaille au post-critique aussi. Elle est aussi professeure associée à l'UQAM
et où l'endroit où elle parle beaucoup, mais où elle fait des recherches, elle a fait son doctorat sur, elle aussi fait son doctorat sur la sémiotique, d'où elle parle beaucoup. En même temps, Lucie, elle est aussi vice-présidente de la IECI des Amériques, dans l'Amérique. Bon, à toi, bon, elle fait aussi des recherches sur la représentation de Montréal dans la littérature québécoise contemporaine. Bon, à toi, je passe la parole, Licia. Et s'il manque des choses, bon, tu peux toujours faire parler. Ok, c'est parfait, c'est magnifique. Merci beaucoup, Margaret. Et je vais commencer exactement. Je ne parlerai pas de Daniela Ferrière, comme tu m'avais dit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs à dire. Dans cette thématique que nous avons choisi des voix noires, c'est ça que je dis. Ce sont des voix qui appartiennent à qui ont beaucoup d'appartenance et qui montrent un monde métissé, qui sont dans le cadre des recherches sur l'Atlantique noir, et les interventions montrent tout ça. Alors, j'ai choisi de parler des Mémoires d'Ancrier, la maison d'édition, et d'un ouvrage particulier de Rodney Saint-Éloi, qui est le fondateur de la maison, avec Iara El-Gradban, qui est la coéditrice aussi, et qui est aussi une des éditrices de la maison. Bon, alors, moi, j'ai demandé à Carmen d'avoir la gentillesse de partager mes diapos. Alors, on passe et immédiatement, je vais avoir le logo de l'AIEQ que je vous demande, qui a 25 ans cette année. Eurydice a été la première représentante du Brésil dans cette association, puis après Nubia, après moi, qui ne suis jamais quittée. Alors, si vous voulez regarder ça sur le Google, c'est magnifique. Il y a des bourses pour les étudiants, les professeurs, les chercheurs, et bourses, et aussi ils peuvent payer un voyage, si vous voulez présenter quelque chose sur le Québec, n'importe où. Allez voir que vous allez découvrir un monde. C'est plus de 3000 Québécois dans cette association, et elle nous a aussi appuyé, soutenu. Alors là, bon, magnifique. Rodney Saint-Éloi, dont je parlais tout à l'heure, il est le fondateur de Mémoires d'Ancrier, qui est Lire autrement. C'est une maison d'édition qui va publier les autochtones et les gens, comme se dit là, racisés. Alors, les poids noirs. On va passer. Je vais commencer à lire un texte, et puis après, parce que si je ne lis pas, alors je transcende le temps, c'est terrible. Noirs sous surveillance, j'ai mis ce livre-là pour mon l'esclavage au Canada français, parce que comme je vais dire, à travers Mémoires d'Ancrier, j'ai découvert qu'il y a eu un esclavage au Canada, un esclavage qui est une domestication des Africains, des Indiens. C'est différent, mais on en parlera à la fin. Et ce livre, c'est très révélateur sur ça. Alors, je commence à lire mon texte, que j'ai dit, que c'est sur l'ouvrage « Les racistes n'ont jamais vu la mer », écrit par Rodney Saint-Éloi et Iara Gradban. J'ai mis là la couverture, voilà. Bon, la couverture passée, les racistes n'ont jamais vu la mer. Je veux comprendre le racisme, comme il l'avait dit, de 2020, c'est 2021. Hein? Alors là, j'ai fait une faute. Et quand j'ai vu ce titre, j'ai dit, mon Dieu, quel titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je commence. Pourquoi la mer est-elle si importante pour faire comprendre le racisme? L'eau est un des éléments les plus beaux de la nature, et de son sein surgissent des héros légendaires de l'imaginaire humain. On commence par le récit de la Genèse, dans lequel la terre gagne vie lorsque les eaux fécondent les moindres orifices inhabités qu'un esprit dynamique vient révolter les monts et les vallées. Darwin lui-même a reconnu que le premier être vivant est un invenu. Baleines, sirènes, marins, pirates, une légion de créatures mystérieuses et charmantes viennent, ainsi que des protagonistes de l'histoire humaine, viennent peupler le rêverie le plus riche de notre monde. Mais voilà que Rodney Saint-Éloi et Iara El-Gradban
nous présente une vision condensée des souffrances que la mer impose à tous ceux et celles qui ont dû se déplacer volontairement ou involontairement. Les écoliers collégiens des Amériques ont étudié la traite négrière à l'école. À l'école, c'est-à-dire nous. Nous avons appris les tortures infligées à nos ancêtres dans les cales de navires négriers lors des cruelles traversées qui ont caractérisé cet espace géographique qui est connu maintenant depuis 1990 comme l'Atlantique noir. Plus que les autres villes côtières du Brésil, je dois parler un peu de nous, Salvador de Bahia devant soi le miroir des secrets barbares ayant marqué la traite injustifiée des femmes et d'hommes que d'hommes assujettis pour travailler dans les plantations de la canne à sucre. Plusieurs chercheurs ont avancé que la figure inquiétante de la mer, dans les œuvres artistiques post-esclavage, constitue le double de la terre indomptable que les colonisateurs ont dû affronter pour forger un continent neuf qui n'a pas cependant tenu ses promesses. Ce continent n'a pas hésité à instaurer un régime oppressif, même si les rencontres avec ceux sauvages, entre guillemets, amérindiens et africains, lui ont enseigné à être un espace de partage, de dialogues pluralisés et relationnels, des échanges en archipel, comme le dit les Caraïbéens glissants que tout le monde connaît. Bon, alors, je sais que je vais partager des extraits du livre, mais je ne vais pas tout lire, sinon je n'aurai pas le temps. Je laisse là parce que les diapos vont rester dans l'enregistrement de YouTube et les gens, les étudiants, ils peuvent toujours revenir. Mais c'est ce qu'il dit, Rodney. Le Québec est capable d'une histoire d'avenir et de beauté. Il les reçoit maintenant. C'est pour ça que le titre de ma communication, c'est que l'Atlantique noir déferle sur Montréal. A déjà déferlé maintenant. Alors, je continue à dire, ce mois de mars de 2023, je célèbre la fête de la francophonie dans des universités publiques autour d'une table ronde Voix noire. Pour cela, j'ai choisi de commencer un ouvrage de la maison d'édition Mémoire d'Encrier qui milite contre le racisme et qui m'a appris, par le truchement d'un ensemble de livres, que l'Atlantique noir s'est étendu jusqu'à Montréal. L'échantillon, les deux, Rodney et Yara, qui sont deux migrants de la lignée de néo-québécois, nous livrent un échantillon emblématique de littérature épistolaire dans lequel les deux partagent des sentiments et réflexions à bâton rompu sur les causes et les conséquences de ce phénomène qui devrait déjà avoir disparu du Nouveau Monde, notamment du Nouveau Monde, qui est le racisme systémique. Il semble que c'est l'équivalent de racisme structural qu'on dit ici. Alors, soulignons que leur partage s'effectue selon les règles d'un jeu énonciateur particulier. Ils sont devant un arbre apparable, symbolique, et se relancent l'un l'autre par leur prénom réel et partagent leurs expériences personnelles du métier, entre guillemets, d'exil auquel ils ont été forcés. Louis est un homme noir qui a fui le régime des Duvalier en Haïti. Voilà, Québec, il va dire maintenant, c'est extraordinaire cet échantillon-là. Et elle, une femme palestino-canadienne, musulmane, dont le père était un réfugié. Militant contre les discriminations, ils sont déjà habitués, disait-il, à essuyer des insultes et offenses dans leur quotidien au Québec. Ainsi, Rodney déclare dans la presse que l'idée du livre est née suite aux événements relatifs à la mort de George Floyd aux États-Unis et à celle de l'autochtone Joyce Echaquin à Saint-Charles-Borromée. C'est une autochtone qui est morte parce qu'elle n'a pas été soignée comme elle devait, parce qu'elle était autochtone et elle était entourée de professionnels de la santé blancs qui ne voulaient pas s'en occuper. Mais il y a aussi la situation des professionnels de la santé aussi dont il parle, considérés des marginaux
avant et au début de la pandémie de COVID-19 et qui sont devenus héros après un certain temps. Alors, c'est en rêvant d'un Québec plus grand et plus beau, capable de développer une histoire d'avenir solidaire sans exclusion, que Rodinei raconte à Yaha l'étonnement qu'il a saisi lorsqu'il a été confronté à l'acte de quitter son pays natal. Et voilà que vous allez voir ça. J'avais mal, je ne savais pas ce que je voulais dire, quitter son pays. Ce que ça voulait dire, quitter son pays. Vous pouvez lire tout ça là. Alors, c'est parce que malgré les oppressions, cette terre de naissance donne beaucoup à ses habitants. La terre de naissance donne beaucoup. Façonne leur imaginaire, façonne notre imaginaire, il nourrit nos pensées initiatives. Je dis leur, mais je dis nous aussi. Alors, on peut passer. Est-il besoin de souligner que l'image du départ est hyperbolisée par un être qui rêve, celui qui inaugure une culture poétique destinée à ériger le désir du retour en force de transformation de tout ce qu'on laisse de négatif derrière soi, comme par exemple, le rôle des élites et les préjugés. C'est chaque fois qu'on quitte le pays, qu'on laisse des choses derrière, on va dire qu'on va revenir, on va se ressourcer, on va se nourrir de bonnes choses et on va revenir pour changer le rôle des élites. Bon. Je ne sais pas si on fait ça, mais c'est un rêve que tout le monde a. Alors, subissant le choc du déplacement, les rêves de Rodinei ouvrent sur une constellation de connaissances variées liées aux relations, à l'altérité, aux inclusions, bref, à la phase créative du renouveau, qui vient se rattacher aux efforts relationnels de la construction des ordres anciens. Alors, regardez, vous pouvez lire cet échantillon-là, cet extrait, la mer. C'est là qui commence le problème avec la mer, qui m'a aussi bouleversé, mais j'ai dit, bon, ça c'est vrai, moi j'avais déjà parlé de ça dans Marmotte de Georges Amand. Faut-il alors s'étonner maintenant que Rodinei avoue à Yaha que la mer lui fait peur? C'est le même Atlantique noir qui baigne les terres du Brésil où se superposent des récits de terreur suscités par les images d'arrachement de l'Africain de sa terre natale. Les poètes haïtiens distinguent dans une cellule de la maison des esclaves à Gorée, en face de Dakar, le regard d'hommes et de femmes garrottés en les voyant aussi à la Caraïbe. L'effroi de l'horreur, la peur de l'humiliation, la défaite produisent une chaîne de signes de malheur et de mort qui confèrent aux eaux un caractère étrange. Mais c'est ce qu'on dit, qui est surtout une étrangeté interstitielle. C'est un lieu de traversée, de médiation, de l'écart qui inaugure une perspective d'écriture apte à mettre en relief que l'eau de l'exil emporte au loin comme un courant. Mais c'est un courant toujours en profondeur, parce qu'il s'imprègne dans l'énonciateur, demeure avec lui, près de lui, en lui. Bon, alors, on passe un peu. Et Yaha réplique, oui, je vais, oui, voilà, c'est Yaha qui parle. Yaha réplique alors pour confirmer ses réflexions. Il dit, puis-je te faire une confession, Rodinei? Il dit, oui, parce que qu'elle va dire, si vous lisez ça, elle a grandi au bord du golfe arabo-persique. C'est l'eau féerique qui conduisait Samba au Marujo, que a gente, né? Vers le royaume de l'Est pour se livrer à ses aventures, présentes dans l'imaginaire des enfants du monde entier. Sur le flot, si ce flot-là ne naviguait pas de négrière, et si Yaha a découvert le monde écartelé de la mer, c'est parce qu'elle a été obligée de croiser d'autres eaux quand elle a été déportée à Dubaï. C'est là qu'elle peut saisir toute l'importance du mouvement, oublier le simple monde des origines,
parce qu'elle trouve le point exact de seuil, la source de métonymie, indices et allusions promptes à conquérir les frontières des marges pour mieux dénoncer le centre. Dans ces contextes, Iara expose comment elle connaît une eau tempétueuse qui montre sa rage et colère, comme elle dit, on pense, et en tant que lieu de la lutte pour la survie des peuples vulnérables. Les bateaux de fortune qui transportent les fugitifs des terreurs sur la terre font office de cercueil. Est-ce qu'on peut changer là? Et la mort, pour eux, ne serait pas le dernier voyage. Elle serait le premier vrai voyage. Ce fut ainsi, j'ai mis là 2 photos, ce fut ainsi pour Aylan Kurdi, le jeune de 3 ans, découvert à l'aube d'une journée ensoleillée de 2015, sur une plage turque surtuée en face de l'île grecque de Kos. Sa famille a aussi péri après le chavirement d'un canot pneumatique. Les clichés pris sur place par la photographe turque Nilüfer Demi ont bouleversé le monde entier. L'eau, substance de vie et de bonheur, est aussi élément d'anéantissement avec son ventre d'horreur. Et c'est ça qu'elle a fait. Les photos ont traversé le monde entier, même arrivé, ils ont amené ça à l'ONU. Et il y avait beaucoup de photos, beaucoup de caricatures aussi qui passaient au Facebook. Ici, auprès du garçon qui est sur la plage, il y a aussi un pompier qui vient le chercher. Mais j'ai choisi cette caricature, que c'est celle qui m'a touchée le plus. C'est que les animaux de la mer viennent faire une déférence au garçon et il pleure. Tu vois là, les crabes, la baleine, la pieuvre, c'est extraordinaire. Ce sont les animaux marins qui viennent pleureux pour l'enfant. Et j'ai mis, parce que comme j'ai fait un jour un travail sur les enfants de représentation, un travail de sémiotique, j'ai mis plusieurs représentations d'enfants et j'ai mis les 2 photos ensemble. Et la photo qui est dessous n'est pas une photo d'une barque d'immigration, c'est la photo aussi d'un enfant, d'un petit enfant qui est mort et qui est mort dans les bras, je pense, les bras du pompier qui courait pour le sauver, dans un bateau qui a chaviré dans la baie de tous les saints en faisant la traversée Salvador et Taparic, et qui est la même négligence qui est ici, qui est la négligence des immigrants, parce que comme Rodney va dire, que ce sont des enfants qui n'auront pas d'histoire, qui n'auront pas des mémoires parce qu'ils sont déjà morts dans la mer, dans le cercueil. Alors, ce que j'ai voulu faire aussi est reconnaître l'argumentaire d'un classique québécois qui s'appelle Nos Maîtres Draveurs, qui c'est 2037, c'est extraordinaire parce que c'est la même logique de pensée. Les personnages vifs et vigoureux partent dans ce voyage de la drave dans lequel l'auteur imagine le pays idéal d'un passé qui appartenait au peuple canadien, exploité après l'arrivée des Anglais. Il y a toujours les Anglais qui viennent avec sa base industrielle qui détruit tout. La rivière symbolise le jaillissement des forces vives, le pays jeune, neuf, viril, qui devrait permettre l'accomplissement des rêves utopiques du renouveau du monde, du nouveau monde. Etc. Toutefois, la rivière noire se transforme en bête parce qu'elle est révoltée, parce qu'elle ne veut pas la base industrielle, et elle attrape le chevreuil. C'est comme un loup qui attrape le chevreuil, et le jeune Joson, fils de Méno, le personnage principal, est dévoré par l'eau ténébreuse. Et notons que la noyade de Joson concrétise immédiatement une dialectique discursive qui déstabilise la cohésion symbolique d'une race qui ne sait pas mourir. Et une race qui ne sait pas mourir, c'est extraordinaire. C'est un Français, Louis Aymon, qui est arrivé avec le premier roman de la littérature canadienne-française. C'était français qui l'a dit. Nous sommes venus il y a 300 ans
Et nous sommes restés parce que nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Et je pense que c'est ça, la race qui ne sait pas mourir, c'est aussi de ces immigrants, de ces gens vulnérables. Et j'adore ce refrain, qui est le signe d'un éveil, le signe de la fatalité d'un temps qui passe, qui instaure d'autres relations de production. C'est que les techniques industrielles d'exploration du bois, parce que la drave, c'est transporter le bois dans le fleuve, dans les rivières, n'ont plus besoin, c'est ça qu'on dit, on n'a plus besoin de coureurs de bois, de draveurs, de ces gens-là qui ont conquis la forêt avec bravoure et endurance face à la misère. Maintenant, on a toute la machinerie et on perd de vue ces choses magnifiques. Alors, revenons à nos moutons pour la Rodinei, parce que quand Rodinei reprend les propos d'Iara, il reconnaît que le prix... Alors, on passe un peu... non, c'est bon là. J'ai d'autres photos d'enfants parce qu'on a tellement d'enfants dans la mer qui meurent. Et c'est épouvantable ça, mais c'est pour montrer, c'est pour choquer. Mais parce que quand il dit, il reconnaît que le prix à payer pour devenir humain, c'est la mer qui commence. Ces eaux-là de traverser. Une minute, non, c'est pas vrai. Parce que c'est ça. Parce que eux, ils vont laisser derrière leurs objets et tout ça. Et qui dira leur histoire? Ils sont déjà dépourvus de mémoire. Complètement déterritorialisés, ils représentent un monde qui se désagrège dans un paysage maritime. Alors, c'est pour ça qu'il dit, c'est raciste devrait voir tout ça. Et Iara va renforcer cette assertion en se rappelant que le système responsable de recevoir les immigrants s'avère inhumain et cruel. Ils vont caractériser tout le monde comme minorité visible, comme si eux, ils n'étaient pas visibles. Les colons, les blancs qui sont arrivés n'étaient pas visibles. Et elle dit tout, la fierté qu'elle a de produire, de diriger cette maison d'édition qui met en relief tous ces problèmes, toutes ces souffrances, en mer, en terre, ou je ne sais pas quoi. Alors, je vais lire seulement parce que comme je n'ai plus de temps, c'est ça. Et dès que les vagues de l'Atlantique noir déferlent sur Montréal, on peut comprendre le processus de passage d'une rive à l'autre. Par les eaux intempestives, on peut déjà devenir... c'est extraordinaire ce que Rodney a dit. On peut déjà devenir nostalgique de ce Québec qui sera investi d'un réseau relationnel d'identité plurielle. Il pense que ça va arriver. On va arriver là. Ainsi, l'utopie du nouveau monde, libérée des grands conflits causés par l'usure financière que l'ordre occidental, parce qu'il dit accidentel aussi, c'est un autre écrivain qui a dit que c'était accidental, telle qu'elle a été idéalisée par Thomas More aussi, qui critiquait l'Angleterre, la base anglaise, est censée impulser le vieux refrain d'une race qui ne sait pas mourir. C'est ce qu'il faut dynamiser la vie des Canadiens français, devenus québécois, longtemps ostracisés, les Afro-Brésiliens, durement châtiés pendant la période de l'esclavage jusqu'à nos jours, et évidemment les néo-québécois qui arrivent à Montréal avec un bandoulière, ce bagage traumatisant de la traversée de l'Atlantique qui doit cesser d'être noir. On joue, on est déjà... C'est difficile de ne pas se rappeler, mais... il doit cesser d'être noir maintenant dans le sens connotatif d'une grande souffrance. Bon, j'espère que Merci beaucoup. J'ai coupé beaucoup de choses, moi je suis comme ça. Je ne prépare jamais Je ne fais jamais attention au temps là. Merci. Alors, Le temps n'est jamais suffisant. il n'y a pas de questions là aux commentaires. On doit terminer bientôt, non? À 11h. Oui, on va. Je pourrais simplement ajouter, si vous me le permettez, que
avec tous ces livres, tout ce qu'on découvre maintenant et qui a été caché pendant longtemps, et on découvre des choses des Noirs au Canada qu'on n'a jamais. Les gens cachent, on ne veut pas parler. Alors, il y a une histoire. Je vais me faire un poème sur ça, mais je ne vais pas le lire. J'essaie de tenter, mais je ne vais pas le lire. Et sur une Noire, qui s'appelle Angélique, Marie-Angélique, qu'elle a été pendue à Montréal au XVIIe siècle, quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu un incendie d'un hôtel dans le Vieux-Montréal et elle a été accusée sans preuve. Et sans preuve, on avait décidé que c'était elle et elle a été pendue et c'est quelque chose qui maintenant revient sur surface. On veut même faire une statue sur Montréal, à la place au Champ de Mars, etc. pour parler aussi un peu plus de ces histoires, parce que là maintenant on commence à découvrir beaucoup de choses qu'il n'y avait pas, qu'on ne parlait pas au Canada. C'est pour ça que ce livre-là que je t'ai montré, c'est Les Noirs sous surveillance, c'est Les Noirs et. Okay? Alors, il y a des choses, il y a du pain sur la planche pour découvrir au Canada. Bon. Je vais juste demander un éclaircissement à Pauline. Léonora Miano, elle vient de quel pays? Elle vient du Cameroun. Ah, du Cameroun. Et elle a écrit en français? Oui. Parce qu'au Cameroun, on parle maintenant français ou anglais? Ou les deux? Français. Français? Alors, il me semble que seulement le français, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a l'anglais aussi. Là, je peux quand même répondre. Les deux langues sont des langues officielles. L'anglais et le français aussi, ça dépend de la région. Bon, j'ai un peu la certitude parce que ça fait pas très longtemps, j'ai discuté avec un collègue camerounais. Il m'a expliqué un peu sur ce sujet des langues au pays. Parce que le Cameroun a eu la double colonisation, la colonisation française et ensuite la colonisation anglaise. Et c'est pour ça que je pose la question aussi. Et je vais poser une question à Margaret. Tu as l'intention de traduire Émilie Prophète, quelque chose d'Émilie Prophète ou non? Parce oui, que oui. c'est un... Edwige Dantica, elle a au moins ce livre que tu as mentionné, Adeus Haïti. Et récemment, il y a eu un autre livre, j'ai oublié, Clara o quê? Da Luz do Mar. A Luz do Mar. Oui, oui, je l'ai lu. Et Émilie Prophète n'a aucun roman publié au Brésil. Est-ce que tu as l'intention, non? Oui, en effet, je ne suis pas traductrice, c'est pas mon travail, mais c'est vrai que depuis la fin du doctorat, ça me motive un peu, ça me motive pas peu, mais ça me motive vraiment l'envie de traduire des romans, soit d'Émilie Prophète, soit de Kathleen Mars, parce que ce sont des écrivaines haïtiennes très importantes en ce moment. Et ni une ni l'autre ne sont pas traduites en portugais. Mais j'ai une tendance surtout sur Émilie Prophète. Tu choisirais plutôt Émilie Prophète? Oui. Pour le moment, oui. Oui, pour le moment, oui. Non, mais ce serait intéressant que tu traduises. Hein? Tu n'es pas traductrice, mais tu commences à être, puisque tu as traduit la pièce de Césaire, Une tempête, n'est-ce pas?
Oui. qui va être publiée cette année. Je sais que tu l'as traduite. Ah, magnifique, tu ne l'as pas dit. Parce que pour l'instant, j'attends apparaître pour parler un peu, Alicia. Pour l'instant, c'est un peu caché. J'ai un peu honte encore de ce rôle-là de traductrice. Ah oui. Il ne faut pas avoir honte, il faut développer ça parce que. Il faut être fier parce que c'est très difficile. C'est un bon moment. On traduit beaucoup des auteurs francophones aujourd'hui au Brésil. Ça, pendant quelques années, ils ont traduit très peu, ils ont publié très peu. Les maisons d'édition avaient l'air de ne pas être intéressées. Mais depuis quelques années, il y a beaucoup de publications, donc ce serait bienvenu. Et c'est bien que tu commences à t'y mettre. Oui. Notre directrice nous dit qu'on doit terminer malheureusement. Malheureusement, on doit à 11 heures, oui. Oui, elle dit que oui, qu'on doit finir. Alors donc, je vais dire quelques mots de remerciement encore. Merci Ritz, merci Margaret, merci Pauline. Et je veux aussi parce qu'on me demande comment ce serait l'expérience de partager ces œuvres avec les étudiants. Et je vais répéter encore, si vous demandez, les professeurs peuvent s'associer à l'AIEQ et demander toutes les œuvres dont vous avez besoin. Ils vous envoient par la poste. Okay? Et aussi, Margaret ou d'autres qui veulent traduire, l'AIEQ aide, soutient, appuie la traduction des œuvres. Il faut que ce soit québécoise. Oui. Mais si ce sont des Caribéens qui sont au Québec, comme Rodney, par exemple, Denis Laferrière, alors là, il y a du soutien pour la traduction. Et aussi, si vous voulez demander des œuvres, l'Université fédérale peut faire une demande. Ils vont envoyer par la poste. Alors, je dois finir, malheureusement. Ça passait tellement vite. Alors, merci beaucoup encore. Merci Carmen, et Renata et Claire et toute l'équipe, Jessica, Cynthia, toute l'équipe de l'Université fédérale. Vous avez été formidables, extraordinaires. Et merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne continuation. Oui.